Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je reçois le secrétaire général du PPM en la personne de M. Diony Ajar. Il est aussi membre de la collectivité territoriale de la Martinique et aujourd'hui, je l'ai invité pour qu'il puisse nous faire un point sur la toute dernière plénière qui a duré quand même, M. Ajar, beaucoup de temps. Vous avez fini jusqu'à 3 heures du matin. Oui, et nous avons terminé ce matin, à 3 heures du matin, en discutant et en validant les deux dernières motions. Une motion pour soutenir, on va dire, les ouvriers agricoles qui subissent les problématiques sanitaires liées au chlordécone, mais aussi les chauffeurs de taxi, transporteurs de passagers interurbains qui aujourd'hui sont étranglés parce qu'il y a une superposition d'un réseau urbain du Sud qui les empêche de travailler et qui les amène à être liquidés dans peu de temps, puisque sans activité. Alors justement, sur cette question-là, est-ce qu'on va racheter leur licence? Comment ça va se passer? J'ai cru comprendre aussi que le président du syndicat, M. Marie-Reine, il a 3 licences, on veut lui payer qu'une seule licence. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué tout ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le problème. Il faut séparer la question des licences de la question de l'organisation des transports. La question des licences est réglée depuis longtemps, depuis 2001, puisque même à l'époque, Claude Lys était président du Conseil général. Les licences ont été valorisées, c'est-à-dire qu'on leur a donné une valeur financière. On achetait les licences, à l'époque, c'était 300 000 francs. Après, on est monté à 45 000 euros, et puis on est monté à 54 000 euros sur les 15 dernières années. Et puis, la dernière mandature du Conseil général avec Josette Manin, à laquelle j'appartenais, sont montés à 80 000 euros. Et aujourd'hui, la CTM est sur le point des 80 000 euros, c'est-à-dire que en échange de sa licence et de la remise du véhicule, la personne part à la retraite et perçoit 80 000 euros. Ça, c'est pour ceux qui arrêtent leur activité. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est une licence qui est payée. Même si on en a 3, on ne paiera pas les 3. C'est une licence qui est payée. C'est un problème qui avait été posé déjà à l'époque. Ils avaient même fait grève. Aujourd'hui, ils n'ont pas fait grève depuis les 5 dernières années. Mais pour moi, le problème des licences est réglé. Par contre, il y a le problème de la réorganisation du transport. Ce que, aussi bien la région de Serge Letchimy jusqu'en 2015 que le Conseil général de Josette Manin avait prévu à la mise en place de la CTM, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2016, c'était qu'il y ait une organisation transitoire qui aurait duré 3 ans avec les taxicos en interurbain, qu'ils puissent se regrouper exactement comme ce qui se fait là, mais avec 5 ans de retard. Ça devait se faire dès le deuxième semestre 2016, puisque l'objectif c'était faire démarrer le TCSP vers juin-juillet 2016. Une fois que le TCSP avait démarré, connecter les taxicos qui étaient en interurbain, qui ne pourraient plus descendre sur Fort-de-France à partir du deuxième semestre 2016. Mais pour cela, il fallait les former, il fallait les regrouper, et il fallait les intégrer dans un réseau avec ce qu'on appelle des obligations de service public, c'est-à-dire obligé pas d'y aller. Même si le taxi n'a pas plein, eh ben, tu pars et le nombre de places vides est compensé financièrement par de l'argent public. C'est ça qui aurait dû se faire depuis 2016. Ce qui s'est passé, c'est que l'équipe en place de la CTM, de la gouvernance Grand Assemblée pour pas payer en chance, parce que c'est la même équipe, eh bien, ils n'ont rien fait depuis 2016. Et puis brusquement, je pense que l'approche des élections prochaines de la CTM en 2021 font qu'il y a un réveil très tardif et que depuis 6 mois, ils ont organisé, aussi bien dans le Nord Caraïbe que dans le Nord Atlantique, des obligations de service public, le regroupement qu'on avait indiqué, sauf que là, on est dans la phase transitoire. Et qui dit phase transitoire, dit phase provisoire, parce qu'ils ont une obligation à terme, c'est-à-dire normalement, c'était au bout de 5 ans, de faire une délégation de service public, de façon à avoir un réseau de déplacement Martinique sur tout le territoire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un plan de mobilité. Là où les construits en caille, il faut qu'on fasse plan caille là. Normalement, ils auraient dû faire le plan de mobilité. Il n'y a pas de plan de mobilité aujourd'hui. Mais le principe, c'est quoi? Quand on achète un ticket pour faire, allez, Marin Fort-de-France, est-ce qu'avec ce même ticket, non, Marin Carrère, est-ce qu'avec ce même ticket, on peut prendre Tout à fait, c'est ça l'objectif final. C'est du multimodal, c'est-à-dire que je peux faire du maritime, du terrestre, je peux faire du TCSP, je peux faire du bus. Avec le même ticket, je me déplace quel que soit l'endroit où je vais, de Saint-Anagan-Rivière, de Sainte-Marie au Carbet, ou en redescendant sur Fort-de-France, ou en montant au Vauclin, quel que soit le lieu où je vais, je dois pouvoir avec un seul ticket, le moins de ce qu'on appelle rupture de charge, c'est-à-dire le moins de changement de véhicule,
le moins de changement de véhicule de transport, pouvoir me déplacer sur l'ensemble du territoire de la Martinique. C'est ça qui s'appelle pour moi la réorganisation du transport public de passagers maritimes, terrestres et multimodal. Seulement aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pour revenir au Taxico, ils ont, sur les 15 derniers jours-là, ils ont acheté quelques bus dans le sud et ils ont décidé qu'avec ces quelques bus, ils font les mêmes lignes que les Taxico. C'est-à-dire qu'on met au-dessus des Taxico des bus neufs, compensés financièrement, c'est-à-dire des obligations de service public. C'est-à-dire je pars à l'heure et j'ai peut-être des fréquences, 10 passages à des heures précises, à des endroits donnés entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc c'est ce qu'on appelle les obligations de service public, qu'on a donné au transport urbain existant, c'est-à-dire Sudlib, mais au détriment des Taxicos qui sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est dans l'intérêt de l'usager, ça on peut le comprendre, c'est qu'aujourd'hui l'usager paie au Sainte-Anne-Fort-de-France, il va payer 2 € au lieu de payer 11 €. C'est intéressant pour lui, sauf que ce qui aurait dû être fait, c'est que les Taxicos auraient dû être intégrés, c'est-à-dire mis dans l'organisation de Sudlib pour leur permettre de percevoir les mêmes compensations, le tarif à 2 €. Il n'y a pas de changement sur ça, sauf qu'ils auraient dû être intégrés. Malheureusement, on les a mis en concurrence directe et déloyale avec des transporteurs qui, depuis une 50aine d'années, organisent le transport public au risque et péril, c'est-à-dire sans compensation financière. Ce que l'État devrait, l'État ou les services publics devaient faire, en fait. Ils se sont substitués un petit peu à... C'est-à-dire que la compétence interurbaine, c'était le Conseil général. Ouais. Donc, c'était au Conseil général d'organiser. Sauf que le Conseil général n'avait pas de recettes pour organiser le transport. Vous savez, quand on vous donne la compétence, on vous dit, vous êtes responsable de nettoyer. Mais si on vous donne pas les outils, si on vous donne pas l'argent pour acheter le matériel pour nettoyer, ça veut dire qu'il faut vous débrouiller par vous-même. Donc, en gros, une compétence, normalement, va avec des recettes et des dépenses. On vous donne la compétence transport, mais il n'y a pas de recettes pour l'interurbain. Il y avait des recettes pour l'urbain. C'est-à-dire que la CACEM, qui a mis en place son premier réseau de transport sur toute la Martinique, touchait ce qu'on appelle le versement transport, c'est-à-dire une taxe payée par les entreprises de plus de 10 salariés qui étaient sous le périmètre. Ça faisait déjà 25 millions d'euros, en gros, qui ont été transférés à Martinique Transport, qui représentent les recettes pour assurer la compétence, c'est-à-dire mettre en place l'exploitation et le service nécessaire. Malheureusement, aujourd'hui, on a carrément écarté entre 50 et 70 chauffeurs de taxi, plus d'autres dans les autres secteurs. C'est ce qui est malheureux. Parce que sous couvert d'organisation et de modernisation, nous sommes d'accord, mais sous couvert de cela, on élimine une 50aine de familles qui sont des pères et des mères de familles martiniquaises qui ont travaillé et qui n'ont rien à redire sinon qu'ils auraient voulu intégrer. Ceux qui partent continueront à partir, les licences seront achetées pour 80 000 €. Donc je ne suis pas sous ceux qui partent parce que ceux qui partent partiront en retraite. Mais ceux qui ont 40 ans, 50 ans, qui veulent encore continuer à travailler, il y a du travail, hein. Il y a du travail pour le transport aujourd'hui à la Martinique, surtout qu'on est au point vraiment de départ de l'organisation du transport. Contrairement à ce que l'on veut afficher, il y a encore beaucoup de chemin. Mais malheureusement, on a mis la charrue avant les bœufs, comme on dit, puisqu'il faut un plan de mobilité, puisque c'est le plan de mobilité qui va définir le type d'organisation, les secteurs à desservir le plus, les densités de population, les densités d'activité pour savoir les créneaux horaires, le type d'organisation, le type de bus, le nombre de transporteurs et la fluidification par rapport à l'aménagement du territoire. Et ce n'est pas fait. Donc on est très loin d'une organisation du transport. C'est pas quelques bus neufs climatisés qui vont donner le sentiment qu'aujourd'hui le transport est organisé. Alors je sais que vous connaissez très bien ce sujet puisque vous avez été président de la commission transport au Conseil général, mais il y a aussi d'autres points que je voudrais quand même que vous puissiez nous parler, des autres points importants de ces 2 jours de plénière. Il semblerait qu'il y a une aide qui a été proposée par M. Nilon, qui a été acceptée par l'Assemblée pour aider les gens du Nord qui ont subi des pertes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les problématiques des sinistrés et donc il y avait la question de l'aide d'urgence. Malheureusement, on tergiverse beaucoup. Ça fait 3 semaines que les sinistres ont eu lieu. Donc les familles sont sinistrées depuis plus de 3 semaines. Et il y a une forme, je suis obligé de le dire, une forme d'amateurisme qui fait qu'aujourd'hui, 3 semaines après, on est incapable de savoir exactement le montant de l'aide d'urgence qu'on met. On est parti de 250 000 €, on est passé à 500 000 €, on est monté à 1 million d'euros. OK. Mais derrière, quelle organisation on met en place pour vraiment accompagner ces familles? Parce que ces familles sont restées pendant 3 semaines, finalement, avec la seule
le seul accompagnement des mairies et peut-être des communautés d'agglo, mais qui n'ont pas les moyens vis-à-vis de l'ampleur de la catastrophe que ça représente. Alors c'est très bien, nous on a dit qu'il faut le plus large contre le plus étroit, c'est-à-dire donner le maximum pour le moment, parce que quand vous perdez votre maison, quand vous perdez votre travail, quand vous perdez tout ce que vous avez, vous ne savez pas où habiter, si vous n'avez pas de famille pour vous loger, pour vous aider, ben là l'aide. Donc effectivement, les 1 million d'euros ne sont pas de tout, puisqu'il faut les diviser par le nombre de familles. Oui. En termes d'aide d'urgence, le temps de mettre en place un accompagnement plus complet, plus social, voire économique en fonction des besoins des uns et des autres. Et bon, effectivement, on a tergiversé dessus hier. On voit bien que l'outil collectivité territoriale de Martinique aujourd'hui est à l'arrêt. Il a du mal à fonctionner. C'est-à-dire que même quand les décisions sont prises, elles sont prises tardivement, pas d'anticipation. Et la mise en œuvre des décisions devient catastrophique puisque derrière, il y a une forme de concurrence entre l'exécutif, l'Assemblée, qui fait que même quand ces décisions sont prises, en espérant qu'elles sont exécutées de manière légitime, juste, dans l'intérêt général des familles qui sont sinistrées, qui, elles, n'attendent que de pouvoir recevoir ces aides pour pouvoir permettre à leurs enfants de continuer à aller à l'école, à continuer à vivre et voir comment, psychologiquement, ils redémarrent une vie différente par rapport à ce qu'ils ont subi il y a 3 semaines. D'accord. Les autres points importants, parce qu'il y en avait pendant 2 jours de plénière, je pense que vous avez beaucoup de dossiers, vous avez dû voir beaucoup de dossiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers quand on les regarde, mais il y a des dossiers très classiques, très simples, des garanties d'emprunt, des aides européennes, mais il y a un dossier sur les fonds européens, par exemple. Il y a un rapport qui démontre que les fonds européens sont sous-utilisés. 2019 par rapport à 2018, c'est 50% de moins de consommation, ce qu'on appelle les mandatements, c'est-à-dire ce qu'on a donné véritablement aux entreprises pour pouvoir mettre en place leurs projets. Donc il y a une vraie catastrophe qui s'affiche là. J'ai entendu un membre de la majorité expliquer que sur le volet agricole, il y avait une augmentation, mais je m'excuse, quand on passe de 60 millions à 28 millions, c'est une chute. Et quand on passe de 1 350 000 à 1 500 000, l'augmentation, c'est 150 000 euros. Donc, vous voyez, les différences, elles sont très larges. Il y a un problème d'organisation, il y a un problème de mobilisation. Le problème n'est pas lié au personnel, le problème est lié aux orientations politiques et à l'organisation qu'on prévoit à l'intérieur. On est en sous-consommation de fonds européens chronique et on arrive en fin de programme opérationnel. Ça veut dire qu'il y a un risque de dégagement d'office. Donc l'argent qu'on n'a pas utilisé doit retourner à Bruxelles, c'est ça? L'argent de 2019 qui n'a pas été consommé sera consommé là, et s'il n'est pas consommé là, l'argent qui ne sera pas utilisé va repartir. Ce serait dommage quand on sait qu'il y a des besoins importants financiers et que ces recettes sont là pour couvrir ces besoins. Donc ce rapport-là, qui pour moi est un indicateur extrêmement inquiétant pour l'avenir, puisqu'on est en fin de programme opérationnel, démontre que s'il n'y a pas un sursaut, et je ne vois pas comment ils vont faire parce qu'ils ont déjà du mal à consommer ce qu'ils valident. Là, on n'a pas encore voté le budget parce qu'il y a des dossiers qui sont passés, il y a des dossiers qui ne sont pas passés. On n'a pas parlé des orientations budgétaires, on est en fin d'année. On n'a pas parlé du budget 2021. On est en fin d'année. Si on veut que l'utilisation de cet argent du budget commence dès le 1er janvier 2021, il faut le voter en décembre. Sauf que dans l'ordre, on est obligé de voter les orientations budgétaires d'abord et ensuite voter le budget. Donc on est déjà en décembre, on voit bien qu'il y a un problème. En plus, ils ont voté plus de 260 millions d'euros de crédits d'investissement qui n'ont pas la capacité de consommer parce qu'ils n'ont pas organisé. Il y a un risque peut-être en décembre d'avoir une décision modificative qui va retirer cet argent. Cette organisation, je vous dis, c'est l'aveuglage. Au début d'année, on affiche de gros montants et puis en fin d'année, on enlève tous les montants puisqu'on n'a pas pu les consommer. Et on arrive quand même à terminer avec 80 millions d'euros d'excédent. C'est ça qui est grave. Parce que les entreprises ne sont pas payées. Puisqu'on a parlé encore hier des problématiques des entreprises liées au Covid. Le deuxième confinement a créé une catastrophe économique et sociale majeure. Donc effectivement, heureusement, avec certains élus, notamment de la commission économique, il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu des propositions qui ont été faites. Mais je prends l'exemple des garanties d'emprunt. Ça fait un certain nombre d'années. Il y a près de 12 millions d'euros de garantie d'emprunt ou 14 millions d'euros. Ce sont des entreprises qui ont fait les marchés, qui ont remis les prestations sans réserve. Donc, on doit pouvoir le rembourser, ces garanties d'emprunt. Eh bien, jusqu'à maintenant, cet argent-là est bloqué. On ne comprend pas pourquoi. C'est une catastrophe, surtout qu'on est en confinement et que ces entreprises ont besoin d'argent. Il y a les aides aux entreprises qui ont été votées, mais bon, c'est bien de pouvoir voter des aides.
c'est bien de pouvoir augmenter le niveau parce qu'il y a un décalage entre la réalité de ce que vivent les Martiniquais, les entreprises, et la réalité de ce que eux, cette gouvernance, vivent. Et on voit bien qu'il y a un décalage, il y a un vrai problème d'anticipation, puisqu'il y a un plan d'urgence à mettre en place pour la problématique du deuxième confinement. On n'y est pas. On n'y est pas parce que même si les aides sont votées là, entre le moment où la délibération est faite et ensuite les dispositions sont réalisées, c'est-à-dire exécutées, il y a un vrai décalage. Il y a un autre sujet aussi qui, pour moi, était important, c'est le sujet de l'assise. Parce qu'avec la crise économique et sociale, cette structure qui gère l'exclusion sociale, les plus exclus, ceux qui ont des pathologies psychologiques, voire psychiatriques, en plus d'être sans domicile fixe, eh ben, ils sont asphyxiés depuis plus de 3-4 ans. Ils n'ont pas, la CTM leur devait 500 000 euros. Vous voyez, ils terminent avec 80 millions d'euros, mais ils ne versent pas l'argent aux associations. Ils ne versent pas. Ils prennent 2 ans, 3 ans pour verser. Vous imaginez? À une association comme l'Assise, c'est pas un centre commercial qu'il a, hein. C'est le social, c'est la dignité humaine. 3 ans. Les 500 000 euros, ils ont voté hier 600 000 euros pour les projets 2019-2020. C'est-à-dire qu'on est en fin 2020, ils votent la délibération pour financer 2019 qui a fini et 2020 qui presque fini. Ils votent là, ça, là, maintenant. Donc, je dis, faut arrêter ce jeu-là. Il y a également un sujet qui est très important, c'est le schéma territorial des infrastructures routières. Oui. C'est un sujet qui est lourd parce qu'il engage la Martinique sur 20 ans. C'est-à-dire, quelles infrastructures routières veut-on pour le développement économique, social, culturel, environnemental de la Martinique? Eh bien, malheureusement, je me rends compte qu'après 3 ans, on a réussi à faire retirer le dossier de l'ordre du jour parce que, pareil, impréparation, inconséquence. Et qu'est-ce qui se passe? Vous construisez un schéma comme ça, qui est sur 20 ans. Il faut vous appuyer sur des bases solides. Quelles sont les bases? Le schéma d'aménagement régional, apparemment, il considère que le schéma d'aménagement régional, puisque c'est l'aménagement du territoire, c'est le type de développement économique et c'est le type de déplacement que vous voulez pour les Martiniquais qui va décider de quelles infrastructures routières il va falloir construire, aménager, réhabiliter. C'est normal. Et puis par rapport aux densités démographiques de population entre le centre, le sud et le nord. Eh bien, au bout de 3 ans, je suis vraiment effaré de constater qu'il n'y a pas de plan de déplacement mobilité. C'est ce que je disais pour les taxicos, mais pour l'organisation du transport général. C'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quoi s'appuyer pour savoir quel réseau de transport on va organiser. Je parle de transport, je parle de route, hein. Je ne parle pas de transport public. Il n'y a pas le schéma d'aménagement régional parce qu'ils ont décidé que ce n'est plus un document de référence, alors que juridiquement c'est le seul document de référence. Et puis ils invoquent un document qu'ils ont construit qui s'appelle un PADMA, une sorte de projet Martinique qu'ils ont construit, mais qui est une nébuleuse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Personne ne sait. Il n'a aucune valeur juridique, mais personne ne sait. Il y a un PADMA. Ok, c'est quoi le contenu du PADMA? On ne sait pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont fait des scénarios, et je peux prendre 2 exemples très simples. Il y a un scénario. Oui, rapidement, parce qu'on a terminé déjà. Il y a un scénario de 765 millions d'euros. Écoutez bien, sur 20 ans, pour gagner 15 minutes d'embouteillage en moins. Alors, nous avons dépensé 765 millions d'euros, et puis tout ça qu'on a gagné, c'est 15 minutes d'embouteillage en moins? Non. C'est une plaisanterie. Le viaduc de Fond-là, il va se faire ou pas? Ça a été voté? Il est intégré dans le... Mais non, on a retiré le dossier. On a bien vu que ce dossier-là n'était pas du tout ni réaliste, ni viable, ni concret, parce que ne répond pas à la réalité des besoins, parce qu'il n'a pas de quoi s'appuyer. On prend un deuxième exemple pour terminer. Leur projet, notamment de dénivellation du rond-point de Montgoville-Saint pour désengorger, va faire que la gare de Mao risque de disparaître. Donc vous avez investi un projet avec une gare de Mao pour avoir le TCSP. Au lieu de faire l'extension du TCSP à partir de la gare de Mao, vous faites disparaître la gare de Mao. Est-ce que vous pensez que ça a un sens économique? Est-ce que vous pensez que ça a un sens en aménagement du territoire? Ça n'a aucun sens. Donc malheureusement et heureusement, on va dire, l'ensemble des collègues qui ont discuté de ces sujets-là ont pu démontrer que effectivement, il fallait retirer ce dossier de l'ordre du jour. Donc il a été retiré de l'ordre du jour, heureusement, mais ça prouve qu'il y a une vraie problématique au niveau des plénières qui sont de plus en plus difficiles à tenir compte tenu des difficultés de discussion interne dans leur propre majorité. Alors, avec une réponse courte, M. Ajar, est-ce qu'il y aura une motion de défiance
puisque les élections risquent d'être reportées à juin. Alors, est-ce que vous avez pris une décision pour cette histoire de motion? Je l'ai dit au nom du PPM en plénière, le PPM ne participera à aucune motion de défiance. Pour une raison simple. La démocratie a choisi un président en 2015. Il n'y a que le peuple qui décidera qui sera le prochain président. Donc il doit aller au bout de son mandat parce qu'il a été élu démocratiquement et seul le peuple peut retirer ce qu'il a fait. Donc le PPM respecte la démocratie. Le PPM considère qu'il doit aller au bout de son mandat parce que le peuple en a voulu ainsi en 2015. Et par contre, à la prochaine élection, le peuple décidera de qui il choisira et nous sommes dans l'espérance. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ajar. Vous êtes donc le secrétaire général du PPM. Vous étiez là pour nous parler de la toute dernière plénière. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur Zouk TV.